dynamique des étoiles, des galaxies, des planètes. Rien de tout ça n'existait dans l'univers primordial. Alors en fait, finalement, en appliquant les lois de la physique, on peut essayer de reconstituer l'histoire de l'univers. Et c'est ça les modèles de Big Bang. Et on s'aperçoit qu'il y a deux grandes époques. Ce que j'appellerais l'univers primordial, qui correspond à peu près à un premier million d'années environ, hein, c'est entre 100 000 et 1 million d'années, ça dépend comment on le définit exactement. L'univers primordial, à peu près 1 million d'années, et une deuxième période que j'appelle l'ère de la matière, qui est beaucoup plus longue, qui dure à peu près les 14 milliards d'années, moins ce million d'années si vous voulez, mais enfin ça fait toujours à peu près 14 milliards d'années, et elles sont de longueur très inégale, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant ce premier million d'années qui étaient très importantes. C'est pour ça qu'on le distingue comme une époque que l'on met presque sur le même plan que l'autre. Et entre les deux, il y a la recombinaison. Un événement que l'on appelle la recombinaison. Alors, pour vous donner une illustration un peu graphique, voilà l'histoire de l'univers. Depuis un temps égal 0 dont je vais vous parler, jusqu'à aujourd'hui. Première période, l'univers primordial. Deuxième période, l'ère de la matière. Entre les deux, la recombinaison. Cette recombinaison, si on part de T égale 0, que je vais commenter après, 1 million d'années, ou à peu près 500 000 ans, et puis 14 milliards d'années. Cet événement, la recombinaison, il est très important. Il marque une transition très grande. Premièrement, pendant ce premier million d'années, l'univers primordial était opaque au rayonnement. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais rien voir de ce qui s'est passé là-dedans. Mais néanmoins, en appliquant les lois de la physique, on le reconstitue. C'est sans doute pendant cette période que se sont fabriquées les particules élémentaires, que se sont fabriqués les premiers noyaux atomiques. Et c'est à la fin de cette période, précisément au moment de la recombinaison, que se sont fabriqués les premiers atomes. Pendant cette période, l'univers était rempli de rayonnement, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de rayonnement électromagnétique que de matière, alors qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 1000 fois moins d'un point de vue énergétique. Et, je vous le redis, à cette époque, à part les noyaux d'atomes, les atomes n'étaient pas encore formés, puisqu'ils se sont formés à la fin, à la recombinaison, n'existait quasiment aucune structure là-dedans. La recombinaison, c'est le moment où l'univers devient transparent. Donc, tout ce que l'on voit dans l'univers se situe dans cette période, la plus récente, dans les derniers 14 milliards d'années. Mais cette période est très intéressante parce que c'est à ce moment-là qu'a été émis ce fameux rayonnement diffus cosmologique que nous observons. Vous voyez, on peut montrer un dessin comme ça. Ce rayonnement, il est tout autour de nous. C'est-à-dire que si on regarde autour de nous dans n'importe quelle direction, nous sommes là, eh bien, on va voir qu'il y a du rayonnement qui provient de cette gigantesque sphère. Et au-delà, c'est le fameux univers opaque qu'on ne peut pas observer. Donc ce rayonnement, on a l'impression qu'il vient d'une gigantesque sphère tout autour de nous, et cette sphère serait d'une brillance complètement uniforme. D'où la première caractéristique de ce rayonnement, c'est qu'il est exactement identique dans toutes les directions. Et c'est d'avoir découvert ce rayonnement parfaitement identique dans toutes les directions du ciel qui montre qu'il ne peut être dû à rien d'autre qu'au Big Bang. Non seulement il est identique, mais sa répartition en énergie est extrêmement particulière. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, un spectre de corps noir. Et voilà l'allure que ça a. Et en fait, c'est ce fameux spectre qui est prédit par les modèles de Big Bang et qui a été observé par le satellite COBE il y a quelques années, avec différents points de mesure, avec des incertitudes tellement petites qu'elles sont beaucoup plus petites que l'épaisseur du trait. Donc c'est une confirmation absolument exceptionnelle, comme on en rencontre très rarement en astrophysique et même en physique, des prédictions des modèles de Big Bang. Et c'est tout ça qui fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de ne pas croire à ces modèles. Alors après la recombinaison, on rentre dans l'ère de la matière, où je dirais l'univers commence à ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire que le rayonnement électromagnétique perd son influence et c'est plutôt la matière qui devient importante. Cette matière continue à se diluer et à se refroidir, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle s'organise. À petite échelle vont se former des atomes, des molécules, des cristaux, des poussières, et tout ça va s'agglomérer et finalement
ça va donner naissance aux galaxies, aux étoiles, aux planètes, et puis aux quasars, aux amas de galaxies, enfin à tout ce que l'on observe dans l'univers. Alors ça, c'est finalement l'histoire de l'univers d'un point de vue assez physique, mais ce qui est intéressant aussi dans les modèles de Big Bang, c'est leur géométrie, puisque je vous rappelle que ces modèles sont des modèles relativistes et que ce que dit la relativité, c'est que l'univers doit être considéré comme un espace-temps qui a une sorte de géométrie. Et je vous ai dit qu'en fait, il n'y avait pas un modèle de Big Bang, mais toute une famille de modèles de Big Bang, et ces modèles se distinguent par leur géométrie. D'une part, par la géométrie spatiale, et en fait, il existe 3 sortes possibles de géométrie spatiale, qui sont à courbure négative, nulle ou positive, et qui correspondent, voilà, à ce qu'on appellerait une courbure positive, c'est un morceau de sphère, par exemple, mais bien sûr, c'est à 3 dimensions, puisque c'est l'espace. Un plan, c'est quelque chose qui n'a pas de courbure, et il existe des surfaces qui ont une courbure négative. Donc, du point de vue de la relativité, il y a les 3 possibilités qui existent. Ce que nous indiquent nos observations, et vous en avez certainement entendu parler ces jours-ci, c'est qu'il semblerait qu'on soit dans le cas où l'espace, attention, ce n'est pas l'espace-temps, l'espace qui est à l'intérieur de l'espace-temps serait plat. Mais l'espace-temps lui-même, comme vous allez le voir, n'est pas plat, parce qu'il y a la loi d'expansion. Et la loi d'expansion, justement, c'est une partie de la géométrie, c'est la partie, si vous voulez, temporelle de la géométrie de l'espace-temps, c'est donc ce qui marque aussi une certaine courbure. Et le fait qu'il y ait une loi d'expansion veut dire que l'univers lui-même n'est pas plat. Quand on dit que l'espace est peut-être plat, ça ne veut pas dire que l'univers est plat, attention à la nuance. Donc, les modèles de Big Bang se distinguent d'une part par leur géométrie spatiale, qui peut être négative, nulle ou positive, et par leur topologie, mais je passerai là-dessus, et aussi par la partie temporelle de la courbure, qui est en fait rien d'autre que la loi d'expansion. Et cette loi d'expansion, c'est la manière dont les dimensions cosmiques, si vous voulez, l'espace, augmentent avec le temps. Et bien là aussi, il y a 2 ou 3 possibilités. Ou bien ça continue éternellement, l'expansion continue, l'univers continue à grandir. Ou bien l'univers grandit, arrive à une dimension maximale, et puis va se remettre à se contracter. Et finalement, on partait de quelque chose qui était le Big Bang, et on va arriver à quelque chose qui va ressembler et qu'on appelle finalement le Big Crunch. Et peut-être que ça va rebondir, enfin on ne sait pas. Il y a là une incertitude. Mais ce que l'on pense actuellement, c'est plutôt que l'expansion va continuer éternellement. Et même, on aurait des indices qui suggéreraient que non seulement elle va continuer, mais même que peut-être elle est accélérée. C'est-à-dire que l'univers est en expansion et cette expansion va de plus en plus vite. Enfin, tout ça, on est pratiquement sûr que l'on est dans le cadre des modèles de Big Bang, mais il y a encore une incertitude pour savoir, dans la famille des modèles de Big Bang, quels sont les bons pour décrire notre univers. Et justement, l'essentiel des travaux d'une grande partie des astrophysiciens et des cosmologues, c'est de savoir quelle est la géométrie spatiale, plate ou courbure positive ou négative, quelle est exactement la loi d'expansion, est-ce qu'elle est accélérée, est-ce qu'elle est décélérée, quel est son taux actuel, c'est-à-dire à quelle vitesse va l'expansion, c'est ce que l'on mesure par la constante de Hubble, qui n'est rien d'autre que le taux actuel de l'expansion de l'univers, et puis quel sera le futur de l'expansion. Est-ce que cette expansion va durer éternellement, ou bien est-ce qu'on se dirige vers quelque chose qui serait un Big Crunch? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles cosmologiques sont quand même très simples. Même s'ils sont fondés sur la relativité générale, avec cette idée d'espace-temps et d'espace-temps courbe, quand on a fait des mathématiques et de la géométrie, c'est quand même pas très compliqué. Et les géométries des modèles de Big Bang sont quand même parmi les géométries les plus simples que l'on puisse concevoir. Donc la grande question qu'on a envie de se poser, c'est comment ça se fait que des modèles aussi simples puissent décrire quelque chose d'aussi compliqué que l'univers? Alors ça, c'est une question à laquelle, évidemment, on ne peut pas demander aux modèles de répondre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander que les modèles de Big Bang répondent à la question pourquoi les modèles de Big Bang marchent. C'est-à-dire que si l'on veut avoir une réponse ou une idée de réponse à cette question, il faut se placer dans un cadre plus général. C'est-à-dire il faut voir les choses d'un peu plus haut, il faudrait avoir un nouveau modèle, un super modèle, une super théorie, et évidemment, il faudrait, si vous voulez, se mettre en amont de ces modèles. Et de toute manière, on a d'autres motivations pour ça,
puisque, je l'ai peut-être mentionné,